Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, je reçois un invité, mais alors là, c'est une sommité. C'est une sommité. Franchement, c'est un grand monsieur. Il s'appelle Dada Stone Ipoma. Oui, je vous annonce d'abord son nom avant de vous dire ce qu'il fait. Dada Stone Ipoma est un homme au parcours qui force le respect. Oui. C'est un scientifique, entrepreneur, auteur, conférencier, chercheur et consultant, et il consacre sa vie à la recherche, à la santé publique, à l'environnement et au développement durable. Après avoir travaillé sur des maladies comme l'Ebola, et aussi il a collaboré avec le professeur Raoul. Je ne vais pas terminer la présentation parce que c'est long. C'est très long ce qu'il fait. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais le laisser se présenter lui-même et on va attaquer tout de suite. Il va vous expliquer qui il est. Bonjour, Dada Stone Ipoma. Bonjour Nat. Comment tu vas? Ça va très bien, comme d'habitude. Aquaba, Merci, ça veut dire bonne arrivée. merci beaucoup. J'ai coupé l'intro parce que tu fais tellement de choses et je laisse le public découvrir dans l'émission qui tu es et ce que tu fais. Et comme j'aime poser la question à mes invités, c'est ma tradition, mais qui est Dada Stone Ipoma? Nat, c'est l'exercice le plus difficile. Se présenter, c'est Se vrai. présenter, c'est difficile pour moi parce que je suis dans beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je dirais d'Adaston et Poma, c'est un éternel étudiant. Vous savez, outre que je sois ce que je suis là, vous avez dit, je suis professeur des arts martiaux, ou je suis professeur de judo. Donc j'ai appris le grand maître Jigoro Kano, n'avait pas de ceinture noire. Il portait toujours la ceinture blanche parce qu'il avait estimé qu'il était un éternel élève, un éternel étudiant. C'est comme moi aussi, j'ai cette philosophie, donc en fait, je suis un éternel étudiant, j'apprends toujours. Daston Ipoma est un altruiste, c'est quelqu'un qui vit dans l'assertivité, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui aime les gens, Ça, c'est pas faux, c'est vrai. et c'est un scientifique. Je m'arrête par là, Un amoureux de la de science la science, ouais. et de la recherche. Et voilà. Comment tu es tombé dans ça? Ça, Comment cet amour de la science et de la recherche t'est venu? j'ai eu cette appétence depuis le bas âge parce que, premièrement, j'ai eu des parents. Ma mère était épidémiologiste. Waouh! Oui, donc elle était épidémiologiste. Elle avait fait les sciences infirmières après. Elle a fait ses études en épidémiologie. Donc elle a consacré sa vie à la santé publique. Elle a été entrepreneur à la santé. Donc on avait des cliniques, des centres médicaux chez nous. Et puis voilà, on a grandi un peu dans ces milieux. Et puis mon père, il était dans les affaires, un peu dans la politique. C'est ça, donc en fait. Et puis cette appétence-là de la recherche, de la santé, je l'ai vraiment acquise chez ma maman, parce que je voyais comment elle aidait les femmes, comment elle, voilà, elle était en contact avec des malades, avec des pathologies un peu particulières. Donc j'avais ce cœur-là, en fait, d'aider les gens et puis aussi de travailler sur des maladies infectieuses. Mais j'ai un parcours un peu compliqué, un peu complexe parce que j'ai commencé mes études dans les techniques. Quand je dis les techniques, en fait, j'avais fait la mécanique, machine-outil, après j'ai fait l'électricité. Donc j'ai un bac d'électricien. Et puis, je suis de la RDC. À Kinshasa, il y avait la section ingénierie biomédicale. Mais tu as beaucoup de diplômes, hein? Quand je suis parti à Tu es un l'université, homme orné de diplômes. en Mais fait, c'est quoi cette appétence pour les diplômes? bon, Parce que c'est une frénésie pour toi. À Tu aimes... l'introduction, j'ai dit, je suis un éternel étudiant, moi. J'aime étudier, j'aime apprendre, en fait.
et c'est pas encore fini, donc j'apprends toujours. Après mon bac, maintenant j'ai voulu faire, j'ai pas voulu faire la médecine en fait, mais j'ai voulu faire quelque chose qui peut-être qui serait à cheval entre Mhm. la technique ou les technologies Mhm. et puis la médecine en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que j'avais fait l'ingénierie biomédicale. Mhm. Et en RDC, ça n'existait pas. Donc, nous avons été de la première promotion. Mhm. Comme on s'appelait les cobayes de ça, Mhm. la coopération française avait jugé bon de monter cette section, comme on dit, Mhm. en RDC pour qu'il y ait des ingénieurs, des techniciens dans les hôpitaux, Mhm. afin de faire la maintenance préventive et corrective des équipements biomédicaux. Et moi, j'ai été retenu à l'université. Mhm. Donc, on a fait l'ingénierie biomédicale. Et en faisant l'ingénierie biomédicale, comme c'est à cheval entre la technologie ou les technologies appliquées Mhm. et puis la médecine, Mhm. maintenant j'avais cette appétence-là de m'ouvrir, d'entrer dans la recherche des pathologies, de faire un peu la bioinformatique. Et puis, après mon diplôme là, d'ingénieur biomédical, Mhm. j'ai encore fait un master en informatique appliquée, Mhm. donc où je fais ma spécialisation en biologie informatique. Et donc, D'accord. j'étais maintenant le premier dans cette section Mhm. d'être embauché. Où j'étais parti à l'INRB, c'est l'Institut national des recherches biomédicales. C'est comme l'Institut Pasteur ici. Donc, Mhm. c'est le laboratoire des recherches biomédicales en RDC. Et en parlant d'Institut Pasteur, Oui, je vais faire un peu le pont. oui, Tu as travaillé sur la maladie Ebola oui, j'ai sur les mots là, oui. et tu as collaboré avec des laboratoires Oui, et puis aussi oui. avec une sommité dans votre Didier Raoult, professeur Didier Raoult. secteur, le professeur Didier Raoult. Tu Mm. peux nous en parler un petit peu? Donc, comme je vous dis, si pour- je ne saurais pas vous expliquer parce que c'est vraiment une histoire un peu complexe. Lorsque j'étais engagé à l'INRB comme ingénieur biomédical, Mhm. vous savez, dans le domaine de la recherche scientifique, il faut toujours faire des formations continues. Mhm. J'ai fait beaucoup de formations continues, j'ai fait beaucoup de pays. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup de masters. Ce n'est pas de la mégalomanie, mais c'est comme Mhm. ça le métier de, De de la chercheurs. recherche, de Ben, justement, chercheur. ça porte le nom chercheur, donc Oui, oui. en Donc, constante. il vous faut faire, Voilà. vraiment, il faut faire Oui, beaucoup de c'est ça. formations. Oui, Donc, c'est sûr. lorsque j'étais à l'INRB, et comme c'était Mhm. le seul laboratoire de recherche des maladies infectieuses en RDC, Mhm. c'est la référence. Mon directeur, c'est le professeur Jean-Jacques Mouyembe. C'est Mhm. lui qui est le précurseur du vaccin Ebola. Mhm. Donc, il Avec m'avait... qui tu as travaillé J'ai travaillé justement sur la oui, maladie sur la Ebola. maladie Ebola. Donc, j'étais le manager du projet Ebola, parmi Mhm. les managers. Et puis, j'étais Vous avez numéro travaillé sur un. la découverte? Non, pas la Non? découverte parce Ok, qu'il y a d'accord. Ebola. Non, je parle Non, non, le professeur de Mouyembe, l'association. c'est pas, Ok. c'est la découverte, hein. Oui, oui, oui. C'est le découvreur, comme on dit, de cette pathologie, Mhm. Ebola. Et nous, bon, on était dans son équipe. Moi, j'étais ingénieur biomédical, Mhm. mais j'étais dans la recherche parce que dans l'ingénierie biomédicale, il y a aussi la logistique humanitaire. Mhm. Outre qu'il y a la maintenance préventive curative, Mhm. il y a aussi la logistique, les opérations d'entrée des flux, de la gestion des personnels, des Mhm. chercheurs, et puis aussi la gestion des échantillons dans les laboratoires. Mhm. Donc, où on recueille les échantillons pour faire la recherche clinique des malades. Voilà. Donc, j'ai travaillé, j'étais le numéro un de ces projets. Mhm. Donc, j'avais les projets comme le projet de Monkeypox, Mhm. que vous avez connu aujourd'hui. Mhm. Moi, il y a belle lurette que j'ai travaillé sur ça, Mhm. avec l'armée américaine maintenant. Oui, parce que tu as Parce- travaillé dans une base américaine. américaine. Pourquoi? Parce que, Oui. en fait, Mhm. en 2000, je pense que c'était en 2000, si je ne m'abuse pas, 2011, Mhm. après l'histoire de World Trade Center, Mhm. il y avait, l'armée américaine avait jugé bon de faire des recherches sur le bioterrorisme, en fait. Mhm. Parce qu'ils avaient peur que peut-être qu'il y aurait des terroristes qui peuvent utiliser Mhm. les agents pathologiques ou de bactéries voilà, dans le laboratoire pour pouvoir voilà, éliminer les gens dans le monde. Bon, je ne vais pas utiliser les mots un peu Mhm. péjoratifs, donc c'était ça. Et puis, lorsque les Américains étaient venus, les militaires américains Mhm. nous avaient choisis. Donc moi, j'ai été choisi, j'ai été formé Mhm. par l'armée américaine pour intégrer ces projets. Donc j'ai travaillé entre le gouvernement de la RDC Mhm. et puis de l'armée américaine, où j'avais bénéficié d'une formation Mhm. sur le virus, et puis en bioterrorisme, Mhm. en biosécurité,
et puis biosafety. Donc, c'est sur ça, donc monkeypox, où l'épicentre était au centre de la RDC, au Kasaï, à Lodja, et puis à D'accord. Kole, ouais. Mais dans ton parcours, tu as énormément voyagé. Tu as dit tout à l'heure, tu as été aux États-Unis, tu as travaillé dans une base militaire, tu as le Congo, qui est ton pays natal, la Belgique, la Norvège, la France, et j'en passe d'autres. Et est-ce que ça te donnait l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, d'être passé dans autant de pays, avec autant de diplômes? Parce que dans chaque pays, tu étudiais. Dans Mm. chaque pays, tu apprenais quelque chose. Donc, est-ce que ça te donne parfois l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, Dadastom? Vous savez, dans les milieux hospitaliers, Mhm, même en Côte d'Ivoire ou en Afrique, mhm, les ingénieurs sont négligés en fait. mhm, Parce qu'à l'hôpital, même au ministère de la Santé, généralement, c'est pas une polémique, mais c'est vrai, mhm, il y a seulement le médecin, en fait. On voit le médecin. mhm, Même aujourd'hui, en RDC, vous verrez les hôpitaux mhm, sont pilotés, sont coordonnés par le médecin directeur et tout ça. mhm, Étant ingénieur, je me disais, je ne voulais pas la routine, en fait. mhm, Mon boulot, c'était pas seulement de réparer des centrifugeuses, des bains-maries, des autoclaves. J'en avais marre, en fait. Je voulais faire quelque chose de nouvel, en fait, et d'avoir une nouveauté dans la recherche. Parce que dans la technologie, c'est pour cela, j'avais eu cette appétence de faire des études, en fait, dans la recherche. Par exemple, comme je vous ai dit, dans l'ingénierie biomédicale, il y a la médecine nucléaire. Il y a des ingénieurs qui sont spécialisés mhm, dans la médecine nucléaire, à l'imagerie, les IRM, les scanners. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur cette technologie. Du côté laboratoire, il y a des ingénieurs qui travaillent aussi comme moi. Je travaillais au côté laboratoire. Maintenant, il y avait une problématique. Mais ma Mm, question est, mm, mm, mm. est-ce que est-ce que ça te donne l'impression d'avoir plusieurs vies? Non, moi, je ne pense pas. Avec tous ces voyages, parce qu'à chaque voyage, Mm. tu fais un diplôme. À chaque voyage, tu étudies un nouveau diplôme. C'est le métier. En fait, dans le milieu de la recherche, on doit le faire parce que c'est Mhm, le proficiency, c'est la compétence, en fait. mhm, Pour monter à compétence, il faudrait faire des diplômes, faire des formations continues. mhm, Oui, c'est comme à l'université. mhm, Vous ne pouvez pas stagner, mhm, faire 10 ans dans un métier où vous êtes assistant, non. mhm, Il faudrait que vous puissiez faire des formations mhm. dans ça. Surtout nous qui travaillons dans l'innovation, dans les technologies, on doit Toujours toujours être agile. se Il faut qu'il y ait former, des se mettre à updates. jour. C'est pour cela, moi, j'ai Voilà. bénéficié de ça, je Que les voyageais. virus Il évoluent, y a des ben, virus il faut se évoluent. mettre Par à jour. exemple, pour les cas de coronavirus, Mhm, c'est une nouvelle pathologie, on ne l'a pas connue. mhm, Donc, ça vient d'apparaître. Il faudrait qu'il y ait des formations mhm, sur le coronavirus. Et mhm. voilà. Mais Ouais. manipuler des virus aussi dangereux que l'Ebola Mm, et tous ces virus que tu manipules en laboratoire dans les mm, recherches, mm. est-ce que t'as pas peur? Y a pas, des fois, y a pas une peur qui te prend un peu parce que c'est quand même dangereux. Vous Ou savez, bien un chercheur ne connaît pas la peur. non, on connaît la peur, c'est comme un militaire, hein. C'est Mm, le premier qui a peur des armes, de mm, la guerre. mm, Voilà, parce que c'est son métier, mais il connaît la dangerosité, en fait. Nous, c'est notre métier, on travaille sur ça, mhm, mais on en a aussi peur. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, mhm, dans nos formations, on a des formations, par exemple, des biosécurités, mm, des bioterrorismes, voilà, mm, de sécurité dans le laboratoire, pour savoir comment gérer tout ça, hein, voilà. mm. Mais on n'est pas immunisé, en fait. Une pathologie, c'est une pathologie. Un virus, c'est un virus. Mais on sait se protéger, en fait. C'est ça. Mais en tant qu'être humain, Mm. t'as pas, t'as pas un petit, c'est-à-dire quand il y a le virus qui est là, il faut travailler dessus, mais il n'y a pas quelque chose qui te dit, ah Seigneur, qui m'a envoyé ici haut. Ah, vous deux fois quand on s'engage dans quelque chose et puis quand on est face à la chose, on dit, ah Seigneur, qui m'a envoyé. Est-ce que cette pensée t'a jamais traversé Ben, face non, ça à la nous arrive. dangerosité En fait, ça nous arrive d'un aussi. virus? Par exemple, je sais actuellement avec Ebola, Mm, vous savez, la gestion de l'épidémie, c'est comme si vous gérez une guerre, en fait. mm, Parce que tout est arrêté. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Par exemple,
Maintenant, on a Ebola. Il y a des commissions et des comités multisectoriels. Il y a des gens du ministère de l'Intérieur, il y a la police qui est là, il y a les chefs coutumiers, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Agriculture Il y a avec l'environnement. Il y de a beaucoup de paramètres, corps de métiers beaucoup de corps de autour de métier, ça, oui. où il y a les commandants. En fait, quand on dit les commandants, c'est par exemple le médecin ou le ministre qui tient la commande de la gestion de l'épidémie pour pouvoir envoyer chaque chercheur, chaque corps de métier autour de ça. Et vous allez à l'inconnu, vous ne savez pas si vous allez revenir voir votre famille parce que vous allez sur terrain, il y a Ebola, on ne sait pas si vous serez le prochain ou la prochaine victime. Donc voilà, c'est un peu difficile, mais c'est le métier, on ne peut pas. C'est comme si un militaire qui a abandonné son arme dans le front, en fait. Donc c'est comme ça. C'est un métier qu'on a choisi et on doit faire. Si on ne le fait pas, il y aura toujours des pathologies. Voilà. Il faut bien que quelqu'un le Il fasse. faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire aussi. Et merci de le faire pour nous. On est payé pour ça, hein, c'est pas... c'est notre métier. Bon, je pense que même si on me paye, bon, je pense qu'il faut avoir la passion aussi, hein, hormis les sous. Je pense qu'il y a d'autres corps de métier qui sont bien mieux payés et qui prennent beaucoup moins de risques. Je ne minimise aucun métier, aucun travail. Mais bon, il y a certains métiers qui sont largement mieux payés, plus que ça, et qui prennent beaucoup moins de risques que vous. Hein. Mais Nat, vous savez que même dans la gestion de l'épidémie, on a tous les corps de métier. Hein. Même les femmes des ménages sont là. Elles sont importantes aussi. On a vu ça. Dans des bureaux. Je ne parle même pas de ces corps de métier-là. Hein. Oui, Non. oui, voilà. Et les chauffeurs, ouais, même les taxis-motos. Donc, lorsqu'on fait le prélèvement, il faudrait qu'il y ait un chauffeur ou taxi-moto pour... Il y a différents secteurs, les différents secteurs voilà, qui sont impactés. Voilà, par, donc il y a par tous ça, les corps de métier, comme je disais, donc il y a tous les corps de métier. Lorsqu'on gère l'épidémie, tout le monde est là. Et puis, il y a même des psychologues. Vous savez, parce que c'est pas, j'imagine que même si, ça doit être dur psychologiquement. Même si la psychologie en Afrique n'est pas considérée, parce que nous, on s'est dit, on est toujours fort, on est résilient. Mais il t'est déjà arrivé d'avoir des collègues, excuse-moi, je te coupe, hein, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des collègues qui soient contaminés? Qui sont même décédés. J'ai même 2 collègues que j'ai connus, médecins, un couple de médecins. Ils sont décédés il y a pas un mois. À l'Ebola, ça arrive. Des fois, vous êtes aussi contaminé. Ça arrive, hein, on n'est pas à l'abri du danger. On va revenir au professeur Raoul. Et quelle leçon tu as tiré de ton parcours auprès de lui? Et comment tu es arrivé Après Olivier Raoult, après l'INRB, comme j'avais dit, j'ai voulu faire une spécialité en radiobiologie. Parce qu'en fait, au Congo, il y a des mines, il y a des carrés miniers où les enfants font des exploitations artisanales et puis illicites aussi, les enfants sont utilisés. Mais quand on parle des coltans, on parle de l'uranium, tout ça, ce sont des matières radioactives. Et puis des fois, dans des fractions rebelles, lorsqu'il y a des rebelles, il faut des exploitations. Ces minéraux sont lavés, je vais dire, avec l'arsenic en fait. L'arsenic, c'est le poison. Et puis, généralement, même dans les mines de cobalt, ces mines dégagent les matières radioactives. Où il y a des pathologies, il y a des tumeurs, il y a des cancers. Moi, j'ai fait des recherches maintenant sur ça. Donc, comme je dis qu'il y a l'ingénierie, il y a aussi un côté santé publique. Ce n'est pas de la mégalomanie, mais je suis parmi les chercheurs qui travaillent maintenant sur ça. Non, c'est pas être mégalomane. C'est voilà. dire la vérité, c'est dire simplement ce que tu fais. Sur la radiobiologie, c'est une réalité. Pour faire des prélèvements sur des populations qui habitent là-bas. Le Ghana aussi a ces problèmes-là. Les eaux sont polluées, donc il y aura des pathologies en fait. Parce qu'il n'y a pas la gestion des déchets, il n'y a pas tout ça. Vous savez, dans nos villages, les femmes, nos mamans, boivent de l'eau des rivières, en fait. Oui, donc, qui sont contaminés. Oui, les travaux domestiques, ceux qui sont contaminés. Et nous faisons ces travaux de recherche pour pouvoir assurer le parcours de soins et la prise en charge des malades qui sont là-bas. Donc, voilà. Alors, avec Didier Raoult, quand j'ai fini à l'INRB, je n'avais pas fini. Bon, j'étais parti à une formation en Belgique, au centre nucléaire de Mol. J'ai fait une formation en radioécologie et en écotoxicologie. J'ai encore eu cette appétence
de comprendre en fait cette problématique qu'il y a au Congo et puis en Afrique en général sur les matières radioactives. Après, je suis encore parti en Norvège, à l'université de Ås, pour me spécialiser dans ça. Donc, j'ai compris vraiment c'est ce que je voulais parce qu'il y a un côté aussi humanitaire que j'ai toujours eu depuis mon enfance. Et je me suis maintenant spécialisé en ça. En revenant au Congo, j'ai monté un projet qui existe jusqu'aujourd'hui sur l'étude radioécologique dans des minéraux. Donc, on travaille à l'OCC et le ministère de la Santé où on fait des prélèvements. Hein? Mais qu'est-ce que ton parcours avec le professeur Raoult Je vais expliquer. Quand j'ai fini ça, j'ai maintenant travaillé au cabinet du ministre de la Recherche scientifique comme expert. J'avais touché cette appétence-là. Je me suis dit, non, je dois me spécialiser parce que, en fait, c'était un domaine qui était un peu orphelin, comme je vais dire. Il n'y avait pas de chercheurs. En venant maintenant en Belgique, j'ai travaillé en Belgique. J'avais essayé de mettre mon CV en ligne dans un hôpital. On m'a pris à la clinique de l'Europe, j'ai travaillé. Il y a maintenant un directeur qui était ministre au Congo aussi. C'était un Congolais ministre. Il était ministre, mais il était directeur. Il m'a dit, mais tu es motivé, mais moi je pense que tu dois encore pousser tes études pour être professeur d'université. Ça te fera du bien et tout ça. Et le lendemain, je me suis inscrit à l'école des mines à Douai pour faire la métrologie maintenant, la métrologie qualité. La métrologie, c'est la science des mesures. Où moi, je suis spécialisé maintenant dans les erreurs des mesures en santé publique. Et puis, quantifier les rayonnements ionisants. Par exemple, vous qui partez vous faire examiner ou faire les tests à l'imagerie, est-ce que les radios, parce qu'il y a l'émission et la réception des rayonnements ionisants, il y a des gens qui meurent, par exemple, dans le traitement des chimiothérapies, des radiothérapies, où vous ne savez pas. Vous voyez, les rayonnements ionisants, c'est maintenant mon métier dans les sangs, je commence à faire ça. Après, comme il y avait cette spécialité, j'ai maintenant postulé sur le professeur Didier Raoult, et en voyant mon CV, j'avais déjà travaillé avec l'armée américaine sur des pathologies comme Ebola, comme la grippe aviaire, comme... Donc là, avec le professeur Raoult, ça t'a complété. Ça m'a complété, mon CV a été sélectionné. Mais qu'est-ce que lui, qu'est-ce que ton passage... je vais dire. Parce qu'en fait, ma question, c'est qu'est-ce que tu as retenu de ton passage? Je vais chuter par là. Ce que j'ai retenu sur Didier Raoult, c'est d'abord quelqu'un qui aime les Africains, en fait, les étrangers. Parce qu'il a compris que la recherche des maladies infectieuses et tropicales, ce sont les étrangers qui sont forts en ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez le paludisme, vous aurez du mal à vous faire soigner ici à Paris. C'est nous qui sommes les plus impactés. C'est les plus impactés. Donc, on a des spécialistes. C'est pour cela qu'il est fort parce qu'il a d'abord, on l'appelait africain parce qu'il est né à Dakar. Il a cet esprit africain, en fait. Il travaille avec des bons chercheurs africains. Et moi, ce que j'ai retenu en lui, en fait, il n'est pas chef comme on dit chez nous là-bas. Parce que moi, j'étais parmi les superviseurs de son nouveau laboratoire IHU à Marseille. Donc, il connaissait tous les dossiers, en fait. Lorsqu'on travaillait avec lui, qu'est-ce qu'il faisait? De la logistique aux recherches et développement, il était là. Il connaissait tous les dossiers, il avait la maîtrise. Juste, excuse-moi, je vois la passion que tu as, mais comme je ne veux pas absolument qu'on parle des autres volets dans lesquels tu es, c'est-à-dire que tu travailles aussi, tu es un homme de paix, parce que quand on t'écoute, on sent un homme qui est vraiment réellement passionné. Parce que si tu es emporté par cette passion pour la recherche, Anton Nacho est chronométré. Je suis un incorrigible bavard aussi, hein, il faut nous comprendre. Non, ça n'a rien à voir avec le bavardage, c'est qu'on sent quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, par son travail, par la recherche. Au fait, ce n'est pas simplement un métier, c'est un rêve de gosse. C'est vraiment... voilà, tu te laisses emporter par cet amour pour la recherche, pour la biologie, pour la santé publique. Alors que moi, j'ai beaucoup de questions. Tu dis que tu parles beaucoup, mais moi aussi, je parle beaucoup. Et tu me prends mon temps de parole. Moi, j'ai énormément de questions à te poser. Et il nous reste très peu de temps. Mais je vais quand même les poser mes questions. Parce que tu es aussi un homme de paix. Oui, tu es un chercheur. Mais on va terminer brièvement en quelques mots. Parce que cette question, je tiens absolument à la poser. Pourquoi, selon toi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, l'Afrique n'investit pas dans la recherche et surtout dans la formation des chercheurs? Franchement, en très peu de mots, s'il te plaît. Pourquoi on n'a pas beaucoup de chercheurs?
en Afrique? On n'a pas beaucoup de chercheurs parce que nos autorités sont... Il y a la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance en fait. Bon, je peux rentrer dans ce volet. Ouais, il y a la mauvaise gouvernance. Ouais, mais en bref, c'est ça. Mm, Parce que la recherche, c'est la base en fait d'un pays. mm, Pour qu'il y ait des savants, des enseignants, mm. il faut qu'on puisse financer la recherche. Vous savez, moi, j'étais conseiller du ministre Mhm, de la recherche scientifique au Congo. mhm. C'était le ministère le moins Il n'y avait pas de financement, en fait. D'accord. Il y avait pas de financement. Mhm. Tous les ministères étaient financés, mais Sauf sauf la recherche scientifique. entre concernant la santé publique, quand Les même, hein? fonctionnaires les plus pauvres Mhm. sont ceux qui travaillent au ministère de la recherche scientifique. Malheureusement. On va passer sur l'autre volet que j'ai dit tout à l'heure, j'ai énoncé, c'est que tu es un homme de paix. Tu travailles auprès de la Commission européenne à Bruxelles et tu es aussi ambassadeur de la paix à l'ONU, ainsi qu'ambassadeur de la paix aussi à l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Et je sais aussi que tu as un événement qui arrive au Parlement. Si tu peux nous dire quelques mots sur tous. Bon, étant ambassadeur de paix, en fait, je suis l'ambassadeur de paix de la Fédération des pays universels. Mhm, Comme j'ai dit que j'aime la paix, je suis un humanitaire. mhm, Et puis, je viens du Congo, c'est un pays touché par la guerre. Et étant ambassadeur, on essaie un peu de voir comment nous allons restaurer la paix dans ces pays, mhm, dans la région du Grand Lac. Et mhm, étant africain, étant panafricaniste, on essaie un peu de voir. mhm, Et étant aussi ambassadeur du Pacte européen pour le climat, vous mhm, savez qu'en Afrique, nous avons la forêt du bassin du Congo. C'est mhm. la deuxième forêt après l'Amazonie, Si. où il y a des pygmées qui habitent. Mhm, On dit les peuples autochtones qui sont les garants de cette forêt, de cette biodiversité. Mais ils mhm, sont négligés. mhm, Comme je dis par exemple, moi qui travaillais ou qui travaille dans la recherche scientifique, mhm, je connais la valeur de ces peuples-là. mhm. Même dans la pharmacologie, dans la fabrication des médicaments, ce sont les pygmées qui nous ouvrent l'esprit, ce sont les pygmées qui nous enseignent, mais Mhm. généralement ils sont négligés. Mhm. Leurs noms ne sont pas inscrits dans les articles scientifiques, dans les livres, dans les ouvrages, et Mhm. voilà. Mhm. Donc, pour vous dire que, étant qu'ambassadeur, Mhm. j'ai essayé un peu de tisser ces ponts Mhm. entre l'Europe et puis l'Afrique, et puis Et de en valoriser parlant cette de pont population. entre l'Europe et l'Afrique, il y a un projet qui a été fait en Côte d'Ivoire Oui, il y a le quelque fonds temps. vert, Voilà, pour le pour, climat, pour les jeunes pour les Africains. jeunes Africains, oui, En, les jeunes en deux, trois entrepreneurs, mots, oui, voilà, oui. c'est pour les jeunes qui ne savent pas, Mm. c'est quoi ce En, hub-là en fait, et comment ils peuvent mm, solliciter mm. le fonds. Non, mais c'est le fonds vert pour le climat. Mhm. C'est le hub qui est actuellement à Abidjan pour financer, pour promouvoir les jeunes dans les Mhm. domaines du changement climatique, le Mhm. climat, l'entrepreneuriat, l'économie circulaire. Mhm. Donc, mais on a la problématique, Mhm. il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'éducation dans nos pays. Et ça, c'est Mhm. un projet vraiment promoteur, un promoteur plutôt avec le programme de financement qui Mhm. peuvent aider cette jeunesse à prendre ces projets à bras le corps et puis à pouvoir monter des projets sur ces domaines de climat. Et comment un jeune Africain qui est à Niamey ou bien qui est à Dar es Salaam en Tanzanie ou même à Tanger, comment il peut solliciter ce hub qui est basé en Côte d'Ivoire? Par quels moyens ils peuvent rentrer en contact pour pouvoir demander l'aide? Non, mais c'est comme j'ai dit, déjà, pour répondre à votre question, Mm. j'ai monté un projet de sommet Europe-Afrique Mhm. sur l'eau, l'agriculture, le climat et la forêt du bassin du Congo. Je l'avais organisé au Parlement européen. Non, Du mais 9 là, au 10. on va Je vais dire vous expliquer. Donc maintenant, je vais l'organiser du 9 au 4 novembre. oui, Donc j'inviterai tous les jeunes d'Afrique d'accord. au Parlement européen Mhm. pour que je puisse tisser ces liens entre les financeurs Mm. et cette jeunesse-là. Donc maintenant, pour qu'ils puissent Mm. postuler, ils doivent se rapprocher de ces hubs en Côte d'Ivoire ou nous contacter. Je suis déjà en train de travailler avec Parce des que ma ONG. question est pour un Oui, jeune oui. qui est, par exemple, Mais à Dar es Salaam, qui n'a pas les moyens de venir, non, qui n'a pas la possibilité de venir je dis, au sommet que tu organises dans chaque pays, nous sommes en train de travailler avec leur société pour civile déployer des pour antennes. déployer des antennes en fait sur D'accord, ok. place. Donc là, ça Oui, arrive, oui, 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 les oui, antennes. Donc oui, oui, tu parlais du sommet que tu oui. organises pour le mois de novembre. Tu peux nous toucher un petit mot, deux, trois mots là-dessus. Non, Qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura qui? il y aura des chefs d'État, il y aura des ministres, il y Mhm. aura
les fonctionnaires des Nations Unies et puis de l'Union européenne, Mhm. et puis même des Donc, chercheurs, voilà. et puis même des chercheurs qui travaillent sur cette problématique Mhm, pour qu'on puisse tisser ces ponts entre l'Afrique et puis l'Europe, mhm, et puis lever les fonds pour ces jeunes entrepreneurs qui sont à Niamey, à Dakar, au Zimbabwe, en Zambie, mhm, pour que ces derniers puissent monter des projets mhm, euh, concernant le changement climatique, parce que c'est une problématique mhm. qui nous touche en Afrique, en fait. Si, Donc si, si, voilà. si, si, si. Et Nacho sera au sommet qui est la date, s'il te plaît, Du 3 au 4 novembre, donc le 3 au vous 4 serez novembre. Dada Stony Poma organise du 3 au 4 novembre 2026 au Parlement au européen, Parlement le sommet européen Europe-Afrique. le sommet Europe-Afrique. Oui. Et le thème, c'est Soyez présents. l'agriculture durable, en fait. Voilà. En fait, parce qu'on a parlé de la femme, hein, Mm, ça sera le thème de l'année. mm, On avait remarqué que l'entrepreneuriat féminin est une alternative pour le développement socio-économique mm. de l'Afrique. Et puis dans l'agriculture, c'est cette femme qui contribue pour ce développement. Mm. Donc voilà. Et si vous voulez avoir des informations concernant les financements pour créer votre entreprise verte en Afrique, n'hésitez pas à vous approcher de Dada Stony Poma. Il est sur tous les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, ou sinon il y a la fondation Ipoma qui est pareil aussi sur Facebook, Instagram. Et comme vous le savez aussi, il y a le sommet Afrique-Europe qui arrive du 3 Au 4 au 4 novembre novembre à 2026, Bruxelles au et Parlement au européen. Parlement européen. Voilà. On a aussi notre site web, Nat. Voilà, il y a le site web www.ipoma.org. ça sera épinglé dans l'émission. Mm. N'hésitez pas à contacter la Fondation Ipoma ou sinon Dada Stone Ipoma en personne lui-même. Et puis aussi, pourquoi pas, à aller, je vous invite surtout à aller au sommet Afrique-Europe qu'il organise du 3 au 4 novembre au Parlement européen à Bruxelles. Et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant parce que, hormis comment avoir accès aux fonds, il y a beaucoup de choses qui seront développées, Mm. beaucoup de questions seront posées. Comme il a dit, il y aura des chefs d'État, il y aura des membres de certains gouvernements d'Afrique et d'ailleurs qui sont présents lors de ce sommet-là et d'autres sommités, d'autres personnalités. Je pense que ça va être très, très intéressant que vous veniez en personne pour ceux qui le peuvent. Et puis, il y aura Dada Stone et pour moi en personne. Et il y aura aussi Nat Show, s'il vous plaît. Et une chose, ça va être mes dernières questions. On va parler de la Fondation Ipoma. Pourquoi avoir créé cette fondation? La fondation, pour moi, c'est pour renforcer les Et surtout, capacités. quelle est sa mission? C'est pour renforcer les capacités des domaines de santé publique, du développement durable, et puis appuyer les personnes vivant avec handicap, en fait. Parce que vous savez qu'il y a cette problématique. Mm, Par exemple, je commence avec les personnes vivant avec handicap. mm, Ce sont les mendiants. En fait, on doit lutter contre la mendicité mm, de cette catégorie de personnes parce qu'ils sont discriminés mm, et puis elles sont marginalisées. mm, Et nous appuyons les personnes vivant avec handicap d'être autonomes mm, par par les travaux, par des formations, mm, voilà. Et puis même les femmes aussi en situation de précarité, les femmes victimes de violences sexuelles, par exemple en RDC, vous savez, lorsqu'on viole une femme, on viole son intégrité, mm, et puis cette femme est chassée de son ménage, on récupère ces femmes pour qu'elles soient utiles encore de la société, mm, qu'on doit favoriser cette inclusion sociale. Et puis, dans le domaine de la santé publique, nous octroyons des bourses où nous formons des fonctionnaires, par exemple les fonctionnaires venant de l'Afrique. mhm, Quand je parle de l'Afrique, des pays en voie de développement, mhm, mhm, par exemple, j'ai déjà formé beaucoup de fonctionnaires gratuitement ici, à mhm. l'espace En les européen, faisant en voyager les faisant voyager ici, parce ici. que, Voilà. comme je vous avais dit, Nat, Mm, en fait, je suis du Congo, mais je me dis, pourquoi seulement qu'il y ait des artistes? Je ne suis pas contre des artistes, mais mhm, quand je vois les artistes voyager, mm, avoir le visa, je me dis, mais pourquoi pas les fonctionnaires aussi? mm. Pourquoi pas les chercheurs? Cela dit, les artistes ont le droit de voyager aussi, hein, parce Oui, qu'ils nous apportent de la joie, la culture, ils vulgarisent oui, nos oui, cultures à oui, travers le oui, monde, oui. et grâce à eux, le monde découvre notre culture, hein. J'adore Voilà. la culture, mais j'aime aussi la science, en fait. Je préfère aussi de voir les chercheurs voyager pour faire les échanges dans les laboratoires, l'échange de compétences et de connaissances, et ce que nous faisons. Mm, Et puis enfin, nous avons un pôle logistique mhm, où nous faisons des opérations logistiques, nous envoyons du matériel mm, médical dans les mm, hôpitaux, dans des villages, dans des pays où
il y a besoin en fait, parce que, Ouais. par exemple, à Cocody, il y a des hôpitaux qui manquent des thermomètres, qui manquent de médicaments, où nous Et la récoltons le don, fondation, ou la fondation, par voilà, rapport à la fondation, pallie à on, cela aussi. on pallie à Voilà. cela, voilà, on fait ça, ouais. Mm. Gratuitement en fait. Et quand il dit gratuitement, c'est-à-dire qu'il faut aussi des fonds. Mm. Voilà. Donc, si il y a de belles âmes derrière l'écran qui souhaitent, qui ont écouté l'émission et qui ont écouté tout ce que Dada Stone Ipoma fait avec sa fondation et tout ce qu'il apporte à la société civile, s'il y a des âmes charitables qui sont touchées derrière leur écran, pourquoi pas apporter votre contribution Mm, mm. à la pierre? C'est une fondation et une fondation a besoin de fonds. Qui dit fonds, dit money. Donc, la fondation a besoin aussi de donateurs. La fondation a besoin Des ressources humaines aussi, de hein. ressources humaines, Mm, pas que d'argent, mais aussi voilà, du matériel. mm. Voilà, si vous avez du matériel, si vous êtes une entreprise qui souhaiterait aussi contribuer à votre manière, à votre façon, c'est là, la fondation est là, vous pouvez les contacter. Vous avez tous leurs contacts sur, vous tapez Dadasto, non, vous tapez Ipoma sur Google, Vous verrez toutes tout. les Ouais. informations sortent. Vous pouvez rentrer en contact directement avec Dada Stone ou avec d'autres collaborateurs pour pouvoir apporter votre aide, que ce soit monétaire, que ce soit matériel ou même de manière humaine, voilà, humainement aussi, parce qu'en tant que Parce que nous, bénévole aussi, on peut parce qu'on apporter organise sa des part. voyages humanitaires aussi, hein, pour Voilà, les infirmiers, pour les assistants sociaux. ça peut Si vous aussi voulez aller en intéresser. Afrique, par exemple, on a un projet avec les enfants pygmées, Ça peut donc aussi ça peut intéresser. aider. Je vais poser une dernière question, une dernière, en 3 mots. En tant qu'homme de paix, que signifie pour toi la paix? La paix, c'est d'avoir l'assertivité. Ce n'est pas feindre aux droits de l'autre, en fait. C'est respecter l'autre. Pour moi, la paix, c'est ça. Sur ces belles paroles, paix chez vous. En tout cas, merci Dada Stone. Vraiment, j'ai eu en face de moi un homme passionné, un homme emporté. Et je sais qu'aussi tu es conférencier. Voilà, je l'ai dit, tu es conférencier. Donc, du coup, on a senti vraiment l'éloquence du maître conférencier. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec toi parce que tu stimules voilà, tu stimules ma matière grise. Et je pense qu'on a découvert, on a appris pas mal de choses à travers ton interview. Moi, Merci. la première. Et je te dis merci d'être venu sur le Merci beaucoup, Nat Nat. Show. Tu n'as pas beaucoup le temps, mais tu m'as fait ce plaisir de venir partager avec nous ton parcours, ta passion, ton métier et ce que tu fais. Et je vous dis merci à vous. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci d'avoir été, voilà, vous avez été emportés comme moi par la passion de Dada Stone. Et je vous dis à très vite. Mais avant, je vais remercier tout le studio, toute l'équipe, Garis, Sam, Paul, Satya et tous les autres. Vraiment, merci pour le travail que chacun apporte à Nat Show pour vous offrir cette belle émission et ces magnifiques images. Comme on le dit dans Nat Show, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire de Dada Stone va inspirer quelqu'un derrière son écran. Je vous dis à très très vite avec notre prochain invité ou notre prochain invité. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Très vite.